Merci d'être venu. Je suppose que vous êtes venu m'écouter, que vous me pardonnez d'avoir mon petit copion. Et je dois à l'amitié de notre directeur-président d'avoir l'avantage de vous parler aujourd'hui. J'ai choisi comme thème les chemins de la biologie moléculaire. Le terme biologie moléculaire apparaît vers les années 60. C'est intéressant de voir apparaître ce terme parce que très rapidement, la biologie moléculaire et la génétique moléculaire vont se marier. Et aujourd'hui, elles sont indissociables. Ça ne veut pas dire que l'on ne connaissait pas beaucoup de choses de la matière vivante avant que n'apparaisse le terme biologie moléculaire. En fait, la biochimie, la chimie biologique, si vous préférez, apparaît à peu près vers 1902, et l'âge d'or de la biochimie est la première moitié du XXe siècle. Cependant, puisque biologie moléculaire et génétique moléculaire se marient tellement bien, il est sans doute intéressant de retourner un peu en arrière et de voir Mendel, le moine généticien travaillant à Brno en Moravie et faisant des expériences sur ces petits pois en 1860-50. Mendel arrive à des lois qui vont s'avérer difficiles à confirmer sur d'autres espèces, d'autres caractères, plus compliqués pour en étudier l'hérédité. Et ce n'est finalement que 40 ou 50 ans plus tard que l'on va redécouvrir les lois de Mendel. Passons maintenant à la période de l'âge d'or de la biochimie, première moitié du XXe siècle, 1902-1960. La biochimie est encore en plein succès, mais je pense que son âge d'or est vraiment là. On étudie les mécanismes. Il y a des chimistes de très haut vol qui s'y adonnent. On perce les secrets, un certain nombre de secrets de la vie. Et pendant cette période, va se passer, à mon sens, la découverte majeure, très mal connue, à laquelle on ne fait à peu près jamais allusion. C'est la découverte de l'Américain Avery, travaillant à Rockefeller, avec un premier postdoc, MacLeod, avec un deuxième, McCarthy. Ils vont mettre ensemble leurs résultats, et en 1944, donc en pleine guerre mondiale, quand on a autre chose à faire qu'à s'occuper du matériel génétique, quand d'ailleurs les Européens n'ont pas accès à cette littérature, Avery et ses collaborateurs publient dans le Journal of Experimental Medicine l'article qui, à mon sens, est clé de la biologie moléculaire. Le matériel génétique, c'est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Peu de gens le croient. Ce n'est pas simple à l'époque d'être sûr que l'on a de l'ADN propre.
C'est de la morve, dit Watson. Même une solution peu concentrée d'ADN est très visqueuse. Ça ressemble à de la morve. Donc, dit Watson, c'est tout de même étonnant que ça puisse être du matériel génétique, ça. Mais Avery aura raison. Il ne sera jamais reconnu. En 1944, on cherche la bombe atomique. Et si les Allemands la trouvent avant les Américains, nous ne serions pas dans cette salle. Donc c'est très clair. En 1953, donc 10 ans après, Watson, Crick, Wilkins, Franklin, Gosling vont étudier la diffraction aux rayons X de cristaux qu'il faut d'abord obtenir. Lorsqu'aujourd'hui, en 2015, vous prenez une protéine propre et vous essayez de la cristalliser, ça marche dans 17% des cas environ. Donc ce n'est pas simple de cristalliser de l'ADN et d'en obtenir une figure convenable aux rayons X. D'ailleurs, ce fut obtenu avec le fameux diagramme 51 obtenu par Gosling, l'élève de Franklin. Et eux proposent un modèle, une double hélice, une échelle tordue. Les montants de l'échelle sont des sucres et des phosphates. Les échelons de l'échelle sont des paires de bases. Et ainsi, on va pouvoir déterminer que pour faire un homme, il faut 2 milliards de paires de bases. 2 10 exposant 9. Nous sommes faits de 10 exposant 15 cellules et dans chacune d'elles, il y a 2 milliards de paires de bases sous forme d'ADN. C'est ce qui fait l'homme que nous sommes aujourd'hui. Une des plus belles expériences qui va montrer que le modèle de Watson et Crick, parce que ça reste un modèle à cette époque, que le modèle est juste, sera obtenu par Michelson et Stahl en 1958, donc quelques années plus tard. Ces deux chercheurs font ceci. Ils marquent pendant une génération en atomes lourds des molécules d'ADN, et puis ils laissent la culture aller une génération, et si le modèle est exact, on doit avoir des échelles tordues dont un montant est lourd et dont l'autre montant est léger, si l'on a évidemment enlevé les atomes lourds précurseurs de la molécule d'ADN. Et c'est effectivement ce qui se passe. Cette expérience de Michelson et Stahl est, me semble-t-il, une des plus belles expériences que la biologie moléculaire ait produite. C'est clair, net, certain, sans bavure, absolument indiscutable. C'est rare. Le code génétique, puisque nous parlons de paires de bases, d'échelles tordues, de 2 milliards de paires de bases. Qu'est-ce que tout ça signifie? Comment interprète-t-on tout ça? Dans l'ADN, il y a 4 types de bases différentes. 2 purines, 2 pyrimidines. Guanine, adénine d'une part, cytosine. Et l'autre... Thymine, merci. La thymine et la cytosine d'autre part.
à chaque échelon, c'est une purine et une pyrimidine. Il n'y a pas moyen de mettre autre chose. Avec 4 éléments à combiner, comment faut-il les combiner pour, dans la synthèse des protéines par exemple, puisqu'on sait qu'elles sont typiques d'un individu, les accidents de transfert de sang d'une personne à l'autre ont clairement démontré qu'un individu est un individu et qu'il n'est pas le même que son voisin. Ça, on le sait. Donc les protéines diffèrent. Comment faire différer les choses? Eh bien, puisqu'il y a 20 acides aminés dans chaque protéine, si l'on se limite à la portion d'ADN qui est codée pour des acides aminés pour des protéines, pour mettre 20 en place avec 4 éléments, ben, il faut les combiner 3 à 3. 4 exposant 3, c'est 64. Il n'y a pas moyen de le faire avec 2. Il en faut donc 3. Et dans ces séquences vont apparaître des erreurs. Quand vous pensez qu'il faut répliquer 2 milliards de paires de bases du matériel génétique d'une cellule, et que les cellules qui se répliquent le plus vite le font en moins de 12 heures, ça veut dire qu'il faut mettre de l'ordre de 100 000 éléments en place par seconde. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup plus d'erreurs qu'il n'y en a. C'est ça qui est étonnant. Ce n'est pas l'erreur, ce n'est pas la tumeur, c'est l'absence d'erreur. Parce qu'il y a des systèmes de correction sur lesquels nous ne nous étendrons pas. Un des systèmes d'erreur le mieux connu sont les enfants SCID, les enfants bulles, les enfants qui n'ont pas de système immunitaire parce qu'un gène fondamental est non fonctionnel chez eux. Ils ne peuvent vivre qu'à l'abri de toute infection possible. Nos amis et collègues de l'hôpital Necker ont pris ce problème à bras-le-corps. Vous savez que l'on peut refaire un système immunitaire à un individu en lui administrant des cellules souches, donc des cellules de base qui peuvent devenir n'importe quoi comme cellules du sang, entre autres les cellules qui constituent l'essentiel du système immunitaire et qui sont non fonctionnelles chez ces gosses. Ça a très bien marché, sauf que 2 ou 3 ont fait une leucémie là-dessus, parce que le gène que l'on avait introduit est allé se mettre à un endroit qui induisait l'activation de ce qu'on appelle un oncogène, donc un gène de tumeur. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Que fait-on aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on fait de l'édition du matériel génétique. Éditer un texte, c'est le lire, corriger les erreurs. Éditer l'ADN d'une cellule, c'est le lire et corriger les erreurs. Et on a, depuis très peu de temps, des systèmes extraordinairement performants qui vous permettent d'éditer le matériel génétique d'une cellule, d'un embryon par exemple.
Ça va donner lieu à des discussions gigantesques. Appliquera-t-on, n'appliquera-t-on pas, dans quelles conditions, comment, sous la responsabilité de qui, etc., etc. Ça promet beaucoup de discussions. Mais c'est là. Aujourd'hui, vous voulez corriger une erreur dans le chromosome 14 du gosse un tel, ou dans l'ovule de madame une telle, vous le prenez, vous commandez la séquence d'ARN qui va vous guider là exactement où il faut aller, vous payerez 65 $ et vous recevrez le plasmide sur un papier buvard dans les 3-4 jours par la poste. C'est l'enfance de l'art et ça ne coûte pas très cher. C'est déjà très bien maîtrisé. Ça n'est d'ailleurs pas très compliqué. Mais il existe aussi des sites dans l'ADN dans lesquels on peut introduire une modification à un gène et cette introduction n'aura aucune conséquence. C'est ce qu'on appelle des safe harbor sites, des sites qui sont des ports, P-O-R-T-S, qui sont des ports tranquilles, c'est-à-dire des endroits où vous pouvez mettre quelque chose, vous pouvez mettre une autre information, vous pouvez l'exprimer, il n'y aura aucune conséquence. C'est le site Rosa 26 chez les souris, c'est AVS1 chez les hommes. Et très récemment, en utilisant des techniques de ce genre, un groupe chinois et suédois a introduit dans le riz un gène venant de l'orge que l'on appelle SUSIBA2, Sugar Signaling Barley 2. Donc un gène qui veut dire que l'on dirige les sucres de la photosynthèse vers les grains et les tiges et pas vers les exsudats racinaires où ils vont, à l'heure actuelle, dans les cultures où le riz est immergé dans l'eau chaude, où l'exsudat racinaire donne naissance à des quantités importantes de méthane, 100 millions de tonnes par an, sort des cultures de riz, et c'est le gaz à effet de serre maximal. Eh bien ça, ces gens ont réussi cette performance, et c'est en champ concluant, réduction de l'émission de méthane, dit le papier, de 90%. C'est presque trop beau, avec une augmentation de rendement au-dessus du marché. Et puisque on peut ainsi jouer, on peut ainsi, à l'heure actuelle, on vous prend un peu de sang et 3 heures après, on peut vous dire « Voilà, monsieur, la séquence des bases d'ADN dans votre matériel génétique ». Ceci a évidemment tenté beaucoup de gens. Et je vous ai apporté le bouquin « Les 7 filles d'Ève ». Je le prête à qui le veut, si ça vous tente. De quoi s'agit-il? Il s'agit du travail de Peter Sykes, qui est prof de génétique à l'université d'Oxford. Il s'intéresse à l'ADN des mitochondries, de ces petits corpuscules
que l'on trouve dans le cytoplasme des cellules. Dans la reproduction humaine, seul l'ovule apporte des mitochondries, le spermatozoïde n'en apporte pas. Donc, l'héritabilité qui dérivera des mitochondries est une héritabilité du lignage maternel. Et en établissant les séquences d'ADN mitochondrial, parce qu'il y a de l'ADN là-dedans, les séquences d'ADN mitochondrial, ça conclut tous les Européens d'aujourd'hui dérivent de cette femme. Mon amie Marie Mosley, elle est apparentée à l'homme des glaces qu'on a trouvé en 91 dans les Alpes italiennes. Et ma technicienne de laboratoire, elle est de la même lignée que les Romanov qui dirigeaient la Russie à la guerre 14. Voilà le genre de choses. Notre collègue André Goffo, du temps où il était en partie fonctionnaire de la communauté européenne, avait réussi à mettre sur pied un grand programme de séquençage des chromosomes de levure. Et ceci avait parfaitement démontré que des gènes entiers qui sont aujourd'hui chez l'homme, qui sont aujourd'hui chez les poules, l'oncogène SARC, qui induit des sarcomes chez les poules, qui est impliqué dans des sarcomes, donc des tumeurs de tissu mou chez l'homme, ce gène est quasi identique dans les séquences de levure de notre ami Goffo. Donc on peut parfaitement suivre des chaînons tout le long de l'évolution des espèces. Et mon ami Pastel sera sans doute ravi d'entendre que les entéropneustes, entérone, gastro-entérologie, l'entérologie est la science de l'intestin. Les entéropneustes, poumons, sont des animaux primitifs qui respirent par l'intestin. Des gut breaths, disent les Américains. Eh bien, les entéropneustes sont des précurseurs des hommes. Et on peut ainsi suivre des filiations en étudiant des séquences d'ADN des entéropneustes et des hommes d'aujourd'hui. Par exemple, et j'en finirai par là, puisque vous remarquerez, je suis bavard, je voudrais dire un mot des cellules souches, qui est une de nos grandes préoccupations d'aujourd'hui, dans laquelle on peut entrer par la biologie moléculaire. On peut voir ce que c'est qu'être une cellule souche. Qu'être une cellule souche cancéreuse. Quand nous soignons une personne atteinte de tumeur, comme me disait l'autre jour une dame, « Monsieur, il y a 19 ans, j'ai développé un cancer du sein. Le médecin m'a dit que j'étais guéri et aujourd'hui, je rechute 19 ans plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment explique-t-on ça? » Eh bien, on explique ça par le fait qu'on n'est pas allé assez loin, que l'on n'a pas eu ces cellules souches cancéreuses. Et quand on regarde leurs particularités,
elles n'ont pas du tout la même physiologie que la masse des cellules tumorales qui sont sensibles à tel ou tel traitement. Donc il n'est pas étonnant qu'elles échappent. Donc il faut bien les connaître. Et on vient par exemple de montrer dans un très bel article que des cellules tumorales se font aider par des cellules parfaitement normales, et grâce au fait que la biologie moléculaire s'est allée voir ce que l'on appelle aujourd'hui les micro-ARN, des toutes petites molécules qui sont envoyées d'une cellule dans une autre, ou des long non-coding RNAs, des ARN longs et non codants, qui souvent se font en sens inverse de la transcription habituelle et qui perturbent l'expression de tous les gènes qui sont en amont et qui réduisent à très peu de choses l'expression des gènes qui sont en aval. Eh bien, on vient de montrer, par exemple, que des astrocytes d'un cerveau, dans un cerveau, il y a des neurones, des cellules nobles, et il y a des cellules de soutien, nourricières. Les astrocytes représentent la masse. Les astrocytes du cerveau fabriquent des micro-ARN qui passent à la cellule tumorale pour tuer dans la cellule tumorale le gène qui s'appelle suppresseur de tumeur. Donc, une cellule qui, en principe, n'a rien à voir avec la tumeur, aide la tumeur en lui fournissant les armes dont elle ne dispose pas pour annihiler les effets d'un gène qualifié de suppresseur de tumeur. Vous voyez, quand on a vu ça, on comprend qu'on ne soit pas venu à bout des tumeurs avant ça et que probablement il se passera encore un certain nombre de mois ou d'années avant qu'on ait tout compris. Je vous remercie de m'avoir écouté et les 7 filles d'Ève, il ne faut vraiment pas être biologiste moléculaire pour lire ça, c'est remarquablement écrit. Quant à ceci, le livre de Brenda Maddox, elle explique un peu, pour ceux que ça pourrait intéresser, l'ambiance Cambridge-Londres à l'époque des prix Nobel. Watson, Crick ont-ils volé les images des autres, etc., etc. Bref, le micmac scientifique qui existe de temps en temps. Merci beaucoup.